Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvie Benzoni, la directrice de cette maison, l'Institut Henri Poincaré, où vous vous trouvez actuellement. C'est un institut qui a 90 ans cette année, et depuis toutes ces années, il accueille régulièrement les meilleures chercheuses et chercheurs mondiaux en mathématiques et en physique théorique. Et puis, depuis quelques années aussi, c'est un institut qui s'est donné comme mission de diffuser les mathématiques et la physique auprès du public dont vous faites partie et qui va opérer une très importante mutation dans les 2 prochaines années pour s'agrandir. Et en particulier, dans le nouveau bâtiment qui se trouve en face, il y aura une partie où vous pourrez revenir pour des expositions, des animations scientifiques qui vous expliqueront un petit peu plus des choses sur les mathématiques et la physique théorique. Donc là, vous allez avoir des exposés sur différents thèmes. Et en particulier, j'ai vu que vous allez entendre parler de réalité augmentée et puis plus tard de mouvement brownien. Alors je voudrais vous signaler quelque chose qui se passe cette semaine et qui, en principe, pourra se retrouver aussi dans cette partie muséale, si on peut dire, de la maison. C'est le programme Holomat. Donc ça se passe cette semaine au Panthéon. Alors malheureusement, c'est une pub un petit peu inutile parce que je crois que toutes les séances sont déjà réservées. Néanmoins, vous pouvez peut-être tenter votre chance vendredi après-midi, si vous avez la possibilité, d'aller expérimenter donc, ce programme Holomat avec un casque de réalité mixte dans lequel vous pourrez découvrir un petit peu plus en 3D le mouvement brownien. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à nouveau et je vais laisser la parole aux orateurs pour cette fabuleuse après-midi. Merci beaucoup. Fabuleuse, oui, vous pouvez l'applaudir. Fabuleuse, il va falloir être à la hauteur maintenant. Je suis très heureux de vous accueillir donc ici à l'Institut Henri Poincaré pour cette rencontre originale intitulée Mathématiques et mouvements. Je m'appelle Daniel Fievé, je suis journaliste scientifique, je travaille notamment à la radio et donc je suis ravi de vous accompagner. Vous allez voir comment ça va se passer. Des chercheurs, des scientifiques vont venir vous faire des exposés relativement courts, une quinzaine de minutes, et puis ensuite je vous inviterai à leur poser vos questions, à discuter avec eux. Alors il y a déjà vous dans cette salle pour suivre les présentations. Il y aura aussi des internautes qui peuvent nous regarder via la chaîne YouTube. Et eux aussi, je m'adresse à eux, je ne sais pas où est la caméra, mais je m'adresse à eux, ils peuvent nous regarder, ils peuvent aussi nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le hashtag math et mouvement et MVT, et puis aussi l'adresse mail sur laquelle ils peuvent nous envoyer leurs commentaires, leurs questions, certaines d'entre elles nous seront transmises. Voilà, on va tout de suite commencer. Donc il y aura 7 présentations au cours de cette rencontre. La première, c'est Edmond Boyer qui s'en charge. Il va nous parler d'images en 3D et de réalité augmentée. C'est à vous. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous, donc je m'appelle Edmond Boyer, je suis directeur de recherche à l'INRIA Grenoble. Donc l'INRIA, c'est un institut de recherche qui concerne l'informatique et les maths appliquées. Et donc je travaille en fait dans un domaine qui s'appelle la vision par ordinateur, où on essaye d'utiliser les images et les vidéos pour récupérer des informations sur notre environnement et notre environnement réel. Donc là, aujourd'hui, cet après-midi, je vais essayer, dans un temps très court, d'essayer de présenter comment on construit des modèles 3D et comment on les visualise et en quoi ça peut être intéressant. Alors la première chose qui va m'intéresser, c'est de parler de perception 3D, puisqu'on parle de 3D, je pense que très souvent, ce n'est pas du tout explicite de quoi il s'agit. Donc la première chose, c'est que notre environnement est 3D, donc on vit dans un espace qui est tridimensionnel, ça j'imagine que vous le savez. Et la perception visuelle qu'on en a, en fait, utilise des projections 2D, que ce soit sur la rétine ou dans des images. Donc ça veut dire que notre système de visualisation est, lui, purement 2D. Et donc ensuite, ce qui caractérise ces projections, c'est le fait qu'elles sont différentes selon le point de vue. Et notre système visuel utilise ces différences pour reconstruire en 3D. Donc l'idée derrière, c'est que si vous voyez en 3D, ça veut dire que vous voyez des choses différentes lorsque vous changez le point de vue. Donc c'est le cas sur ce petit exemple. C'est-à-dire que si on tourne autour de mon objet, on voit une image différente. Et en fait, on utilise ces différences pour voir en 3D en pratique.
Donc la perception 3D repose sur ce principe. Donc ici, je montre les images qui ont été utilisées dans la vidéo précédente. Donc c'est la succession de ces images. Et encore une fois, quand je tourne autour de l'objet, je vois quelque chose qui est différent. Et le fait de voir en 3D, ça veut dire que quand je tourne, je peux avoir une infinité de points de vue différents. Alors tout de suite j'arrive à la vision en relief, ça vous connaissez puisque c'est ce qui est utilisé dans les cinémas. Alors qu'est-ce que la vision en relief? Est-ce que c'est une vision 3D ou pas? Alors c'est une vision partiellement 3D. Dans la vision en relief, en fait ce qu'on observe c'est deux images différentes. Donc c'est pas une image différente, c'est deux images différentes. Alors avec deux images différentes, on arrive à percevoir la profondeur, donc on perçoit en relief, mais on perçoit en relief uniquement selon le point de vue des lunettes ici. Donc ça veut dire que dans le cinéma, vous avez une perception en relief qui correspond au point de vue au centre de la salle de cinéma, en quelque sorte. Ceci étant, donc c'est pas une perception 3D complète, vous ne voyez pas derrière l'objet et vous n'avez aucune information sur ce qui se passe derrière l'objet. Donc de ce point de vue-là, c'est une perception 3D partielle. Et donc la vraie perception 3D, c'est la possibilité d'observer tous les points de vue d'un objet. Donc, et les hologrammes, puisqu'on parle beaucoup d'hologrammes en ce moment. Donc qu'est-ce qu'un hologramme? Alors historiquement, dans les années 60, quand ça a été créé, c'était une image en relief. Donc ça veut dire, comme vous le voyez sur cette petite vidéo, on a une perception en fait du relief de l'image. Pourquoi on a une perception? Puisque quand on bouge l'image, en fait, très légèrement, on perçoit une information très légèrement différente. Ça veut dire que l'image est différente lorsqu'on la bouge. C'est ce qui nous permet de voir en 3D. Et donc le terme hologramme a été étendu à un autre principe, c'est les projections de vidéos 3D. Donc ça a été popularisé avec les séries Star Trek et surtout avec le film Star Wars, où on pouvait voir donc des hologrammes de la princesse Leia ou autre. Ça, je pense que vous avez déjà tous vu ça. Alors qu'est-ce qu'un hologramme ici? C'est une projection de vidéo 3D. Donc ça veut dire que ici, c'est une vidéo 3D, c'est une vidéo qui peut être observée selon tout point de vue. Donc je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Le fait de percevoir en 3D, c'est le fait de voir des points de vue différents lorsqu'on se déplace. Ici, c'est le cas en fait. Donc cette fameuse vidéo 3D, si vous tournez autour, vous voyez bien l'arrière ou le devant de la personne. Donc c'est ça le principe de la vidéo 3D. Et le terme hologramme a été étendu au fait de projeter ce type de vidéo 3D. Et donc ici, alors il y a deux choses qui apparaissent. Il y a le contenu, c'est la vidéo 3D. Donc c'est comme une vidéo 2D, sauf que par rapport à la vidéo 2D, vous pouvez vous placer partout autour. Vous pouvez changer le point de vue. Et il y a sa projection, donc c'est le système de visualisation. C'est deux choses très différentes. Le contenu et la manière de le visualiser sont différents. Et donc pour le contenu, qui est la vidéo 3D, on parle de modèle 4D en pratique, donc en recherche, et on parle d'hologramme dans le domaine plutôt public. Alors, le contenu peut être visualisé de différentes manières. Donc, ça peut être visualisé à l'aide d'un téléphone. Je vais vous montrer des exemples après. Et donc, à l'aide d'un téléphone, on peut tourner autour de l'objet malgré tout, puisque le contenu reste 3D. Donc, on observe en 2D avec un téléphone, mais comme on a l'information 3D, on peut tourner autour. On peut voir en relief, comme au cinéma. Il suffirait de générer deux points de vue à ce moment-là de la vidéo 3D. Et on peut le voir réellement en 3D avec les casques de réalité virtuelle que vous avez sans doute essayé. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite très fortement à essayer, c'est quand même assez fantastique. Ou les casques de réalité augmentée. Alors qu'est-ce qu'un casque de réalité augmentée par rapport à un casque de réalité virtuelle? Est-ce que vous savez, ou certains d'entre vous savent? Oui. Absolument, ça veut dire que dans le casque de réalité augmentée, on voit quand même l'information réelle qui est derrière. Donc ça veut dire que l'information s'ajoute à ce que vous voyez déjà. Donc on ajoute ça. Vous verrez aussi, je vais vous montrer des exemples. Donc ça, c'était une introduction. Et donc maintenant, je vais montrer des vrais hologrammes. Enfin, les hologrammes, les fameux modèles 4D. Donc ici, ce qu'on voit, c'est 4 modèles 4D. Donc ça veut dire que ces objets, on a l'information, on peut tourner autour, en fait. Alors, ils sont constitués de deux choses. En pratique, ils sont constitués d'une forme. Ça, c'est une information géométrique. Donc c'est une surface dans l'espace que l'on construit. Et en plus de ça, donc ils sont constitués d'une apparence. Donc l'apparence, en résumé, en fait, c'est la couleur. Et donc en combinant les deux, en combinant l'apparence et la forme, on a le modèle qui est à gauche, qui s'appelle donc un modèle 4D. Et donc ce modèle, en fait, on peut l'observer en tournant autour. Alors comment on les construit ? En fait, c'est assez simple. On utilise des vidéos, et on utilise plusieurs vidéos de l'objet, et à partir de ces vidéos, on va construire ce modèle.
Et donc j'ai une petite animation qui explique la technologie un peu plus. Donc ça, c'est un des systèmes qu'on utilise. Donc on va prendre N vidéos ici du nageur qui est en train de courir. Il nage pas du tout, mais c'est pas grave. Et donc à partir de ces N vidéos, donc là on va d'abord extraire des informations. Ici on construit donc un modèle qui est géométrique. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Donc ça c'est une surface dans l'espace 3D. Ensuite on va lui ajouter les informations de couleur. Et là, donc, vous voyez qu'en fait, on peut tourner autour. C'est différent d'une vidéo 2D, hein, ici. Donc, le modèle est complètement 3D. Ça veut dire qu'on peut positionner le point de vue où on le souhaite. Donc, c'est ça, véritablement, une information qui est 3D. Alors, bien sûr, on peut bloquer le modèle à un instant donné. Ça reste une vidéo dans le temps. Donc là, ici, il a été frisé à un instant T. Donc là, c'est le même principe. Donc, c'est un objet, on peut en avoir plusieurs en fonction du temps. Et on peut, encore une fois, se déplacer autour et le regarder selon tout point de vue. Donc ça, c'est l'idée, hein, donc derrière ces fameux modèles 4D. Et donc ici, alors c'est une illustration, ça intéresse pas uniquement les chercheurs en France, ça intéresse beaucoup les grandes entreprises, et donc les grandes entreprises de l'informatique. Donc ça, c'est les travaux de Microsoft autour de ça. Et donc Microsoft a installé plusieurs plateformes dans le monde très récemment, l'an dernier. Donc la plus récente vient d'être installée à Londres. Et donc, c'est des plateformes pour construire ce type de modèle. Donc, ces fameux modèles 4D ou hologrammes. D'ailleurs, la responsabilité du terme hologramme vient beaucoup de Microsoft, qui parle d'hologramme, alors que techniquement, ce n'est pas vraiment des hologrammes. Et donc ici, vous voyez le processus de construction. Donc, ils utilisent aussi un grand nombre de caméras. Dans leur cas, ils utilisent une centaine de caméras qui filment donc, ces deux personnages qui font un haka. Et donc, à partir des vidéos, ils vont extraire une information géométrique ici. Et sur cette information géométrique, voilà. Et donc en rajoutant une information de couleur, donc on obtient le fameux hologramme. Et donc ils les ont placés exprès. On peut tourner autour, on peut les observer selon tout point de vue. Oups. Alors à Grenoble, à l'INRIA, on a aussi une plateforme qui est fonctionnelle depuis 2015. Ici, vous avez une image donc, sur la gauche de cette plateforme. Elle est équipée de 68 caméras. Et donc avec ces 68 caméras, donc vous avez ici un exemple à gauche. On construit aussi des modèles. Et donc là, typiquement, c'est une des scènes qu'on construit. On a un certain nombre de danseuses. Et donc on les capture en 3D. Donc encore une fois, avec la liberté, si vous voyez sur l'animation, le point de vue derrière se déplace autour de ces personnages. Donc là, ici, on fait de la visualisation en 2D, puisque je n'ai pas les moyens de vous faire de la visualisation en 3D, où il faudrait vous donner un casque à chacun. Mais ceci étant, même en 2D, on peut quand même tourner autour des objets. Alors, il y a un autre exemple ici, donc c'est du mouvement sportif. Donc, on avait des exposés ce matin autour de ça. Donc ici, on voit l'intérêt en fait un petit peu de ce type de capture. Et, donc c'est vraiment l'idée qu'on peut capturer un mouvement qui est complexe. Donc ici, on est obligé de filmer à une fréquence assez élevée. Donc on filme à 50 Hz, on filme 50 images par seconde. Et donc on reconstruit 50 fois par seconde le modèle, ce qui nous permet ensuite de pouvoir décomposer en fait ce modèle. Donc je montrerai aussi un exemple par la suite encore. Alors là, pour les applications, alors ça c'est assez récent. Donc là ici, vous avez deux types d'applications, donc qui sont le modèle que vous observez, qui est un top modèle en fait, donc a été capturé dans la plateforme grenobloise que j'ai montré avant, dans la salle verte. Et on a deux types d'utilisation ici. À gauche, c'est de la réalité virtuelle. Ça veut dire que le modèle est intégré dans un environnement qui est purement virtuel, et qui est 3D bien sûr, et donc vous pouvez observer à l'aide d'un casque, par exemple, de réalité virtuelle. À gauche, l'application est différente. C'est une application, cette fois-ci, de réalité augmentée. Et donc là, le modèle a été placé dans une maison qui est tout à fait réelle. Et ici, ce qu'on observe, en fait, c'est ce que voit l'utilisateur avec son téléphone. Ça veut dire qu'avec son téléphone, il regarde dans sa maison. Et en plus de sa maison, il peut observer le modèle qui a été ajouté, en fait, ici, à l'environnement bien réel. Alors, c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'avec son téléphone, il peut tourner autour du modèle. Donc ici, c'est ce qu'il fait. Donc c'est bien un modèle 3D, puisque en fait, si je tourne autour, je vois bien l'information devant, derrière. Je pourrais me mettre au-dessus, je pourrais me mettre partout. Donc ça, c'est des applications typiques de ce type de modèle. Alors on peut en imaginer un certain nombre. Vous pourriez avoir ce type de modèle quand vous allez dans un musée, qui vous explique une peinture, qui vous explique un tas de choses. Quand vous montez votre meuble Ikea, vous pourriez avoir un modèle de ce type-là qui vous montre comment faire.
Et vous pourriez l'observer avec des lunettes, avec un certain nombre de choses. Et alors je vais juste essayer de... Oui. Alors là, c'est la fameuse scène que je vous montrais tout à l'heure. Pour expliquer... Donc là, ici, on a l'impression que c'est une vidéo 2D, mais en fait, je peux tourner autour ici. Alors j'ai un peu du mal avec... voilà, donc je peux changer le point de vue. D'accord, donc je peux renverser le point de vue ici. Donc c'est plus une vidéo 2D, hein, puisqu'une vidéo 2D, le point de vue est fixe, il est déterminé à l'avance. Donc ici, le fait que je puisse changer, c'est plus une vidéo 2D. Alors je peux enlever l'information de couleur. Voilà, et donc là, on voit bien en fait ce qui a été capturé. Donc ce qui a été capturé, c'est cette information géométrique, plus l'information de couleur que je peux rajouter. Voilà. Donc là, ici, comme c'est une vidéo, je peux décomposer le mouvement et je peux tourner autour. Donc c'est... Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. J'espère que ceci explique un peu cela. Merci. Gardez le micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que pour ceux qui nous suivent sur Internet et qui nous écrivent, précisez-nous d'où vous nous regardez, ça nous intéresse de savoir où est-ce qu'on nous suit. Je crois que pour le moment, il y a une vingtaine de classes qui nous suivent en direct, donc ça fait du monde qui vous a écouté. Si j'ai bien compris, ce qu'on appelle cinéma en relief, même le fameux hologramme de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, tout ça, ça n'était pas des vrais hologrammes ou du vrai relief. Alors, le cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est partiellement tridimensionnel, puisqu'on voit quand même en relief, mais avec un point de vue fixe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas toute l'information 3D, on a une information 3D partielle. Alors pour Mélenchon, c'est encore moins vrai, puisque Mélenchon, c'est une vidéo, et donc ils ont utilisé un trucage qui est assez vieux dans le cinéma, qui s'appelle le paper ghost, en fait, et donc la vidéo est projetée en fait sur une vitre en biais qui est semi-transparente. Et donc vue de face, ça donne l'illusion en fait que le personnage est bien là, mais en fait là c'est purement 2D. Donc Mélenchon, c'est pas du tout un hologramme. Et pour bien comprendre votre image, oui, merci. Pour bien comprendre votre image, pour que ce soit vraiment de la 3D, il aurait fallu qu'au même moment on puisse le regarder du dessus, du côté et toujours voir comme si on était dans une vraie scène réelle, de la même manière que je peux tourner autour de vous et vous voir sous tous les angles. Il aurait fallu qu'on puisse faire ça avec l'hologramme. Oui, c'est-à-dire qu'un vrai modèle 3D, c'est donc l'information peut être observée de tout point de vue. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce chercheur sur ce thème de l'image 3D? Ne soyez pas trop timide, hein, parce qu'il est là pour 10 minutes. Après, il s'éclipse. Alors on a vu que Microsoft faisait quelques essais avec ceci, avec les modèles 4D. Est-ce que ce serait pas, par exemple, pour dans un futur, avoir des conversations Skype avec des HoloLens et pouvoir converser? C'est une bonne question. Est-ce que ça pourrait servir pour des communications Skype ou est-ce que c'est beaucoup trop coûteux pour envisager de parler avec un interlocuteur virtuel mais en 3D? Alors oui, ça peut être envisagé. Alors c'est une très bonne question. Il y a une différence fondamentale dans l'application que tu viens de mentionner. C'est pour que ça fonctionne en Skype, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de produire les modèles 3D en temps réel. Et donc ça, c'est un enjeu aussi, c'est une difficulté. Là, dans ce que j'ai montré, en fait, c'est pas du tout temps réel. Donc on a pris le temps de faire l'acquisition dans une salle, on les a construits, ça a pris plusieurs jours, et on vous les montre après. Puis il y avait 68 caméras. Donc si on veut pouvoir parler avec notre interlocuteur, il faut être dans un studio de 68 caméras pour qu'on puisse nous avoir sous toutes les coutures.
Alors ça, on sait quand même faire des choses en temps réel, même avec 68 caméras, à condition d'avoir assez de PC, mais ça, ça c'est tout à fait possible. Mais malgré tout, ça reste un enjeu. Après, oui, c'est une des applications, c'est pas la seule. Et pour HoloLens que tu mentionnes, qui est donc c'est le casque de réalité augmentée de Microsoft, qui va sortir d'ailleurs un nouveau modèle très, très prochainement. Donc il y a Magic Leap aussi qui sort un casque de réalité virtuelle très prochainement, donc c'est vraiment une activité très forte. C'est une des applications, c'est quasiment sûr, parmi d'autres en fait. La seule façon de voir ces images, c'est le casque, ou voir le smartphone qui permet aussi, si on l'ajuste en casque, où on peut imaginer de voir ces images 3D dans une sorte de salle de cinéma où il y aura un écran tout autour de nous. Alors... Voilà, l'écran tout autour, c'est pour montrer un environnement, ça ne montrerait pas vraiment un modèle 3D. Ouais. Mais le modèle 3D, on peut l'observer en 2D avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme sur l'écran ici, avec un téléphone. On peut le regarder en relief, on peut le regarder avec un casque. Alors c'est vrai que le mieux, c'est de les observer avec un casque. C'est là où on a la meilleure perception, parce que ça correspond à notre système de visualisation. Et donc le casque fonctionne comme ça. Hein. Le casque génère 2 images en permanence. Et donc le casque capture votre position, et capture comme ça il peut générer les points de vue qui correspondent aux 2 yeux. Allez, y a-t-il une ou 2 questions encore parmi vous? N'hésitez pas, je monte jusqu'à vous. Oui, vous êtes sollicité par qui en général pour ce genre de recherche? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez avec des... Parlez bien dans le micro. Des compétences particulières. Vous n'avez pas le micro. Non, mais pour que la retransmission vous entende, il faut que vous jouez le jeu du micro. Je suis désolé. Oui, donc est-ce que vous travaillez avec des compétences particulières en ce qui concerne justement l'accès à cette chambre dotée des 68 caméras? Alors, comment ça se passe, oui? Enfin, il y a 2 choses. Hein. D'abord, je suis chercheur, donc je ne suis pas nécessairement sollicité. C'est-à-dire que je me sollicite tout seul pour essayer de résoudre des problèmes. C'est mauvais signe, ça? Non? Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, on est sollicité pour plusieurs... Alors, en tant que chercheur, on va collaborer avec d'autres chercheurs et on va aussi collaborer avec des industriels. Et donc là, pour la salle, on est sollicité par un certain nombre d'industriels. Pour l'instant, c'est principalement des startups de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc le modèle que j'ai montré ici, c'est une startup parisienne qui est venue faire des captures à Grenoble. Oui. Donc là, ça les intéresse pour le marché de la mode, typiquement. Ensuite, on peut avoir d'autres applications, on peut penser au cinéma, on collabore aussi pour les parties mouvement avec des fabricants de chaussures, par exemple. C'est très varié. J'ai l'impression que c'est surtout dans le domaine du divertissement que les applications se font. Est-ce que c'est une impression? Le marché de la mode, c'est pas vraiment de... Si. Disons que c'est pas l'indispensable, c'est plus le futile ou le... Je suis pas sûr que la moitié de la salle soit d'accord, mais pour l'aspect futile... Non, le marché de la mode. Ça ne nous empêchera pas de voir la mode sans la 3D, nous empêchera pas de vivre. On n'est pas dans le vital. C'est vrai que il y a le cinéma et il y a le jeu. En théorie, ce seraient les principaux intéressés pour ce type de modèle. Mais en pratique, finalement, la mode fonctionne très bien. Et donc, on a des discussions avec Decathlon, avec d'autres gens qui sont très intéressés aussi par ce type de modèle. Mais ça peut effectivement être... Ça ne veut pas dire que ça ne rapporte pas d'argent. Le jeu vidéo, par exemple, c'est un secteur porteur, c'est du divertissement et ça rapporte beaucoup d'argent. J'avais très bien compris. Oui, je suis d'accord. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, la question, c'est dans les prestations, dans ce cas-là, les prestations, ça se passe comment? Je la retranscris au micro. Les prestations pour la salle, par exemple, c'est-à-dire les prestations au sens comment on peut construire des modèles avec nous. Alors, c'est payant, c'est très simple. C'est cher? C'est comme tout, c'est payant. Alors, comme nous, on est un institut de recherche, donc notre vocation, c'est pas de faire de l'argent. Et donc on collabore, mais c'est un projet qui a été relativement cher. Et donc effectivement, il y a une participation aux frais. Et donc les frais, c'est fonction en fait de qui veut venir faire des acquisitions. Et donc les coûts ne sont pas du tout les mêmes en fonction du fait que vous soyez académique ou industriel. Donc typiquement, une start-up paiera plus cher qu'un académique et un gros industriel paiera plus cher qu'une start-up. C'est l'idée.
Après, pour les tarifs, je pense qu'il faut vous adresser directement à l'INRIA. Là, c'est pas du tout mon rayon. D'accord. Une toute dernière question. Tout le monde est à l'aise avec ces images 3D. Certains qui ont essayé les lunettes, parfois disent on est malade, il faut un peu de temps pour s'y faire. Est-ce qu'on sera tous à l'aise avec ces nouvelles technologies ? Ouais, c'est une très bonne remarque. Alors moi, personnellement, j'ai été malade pendant des années, c'est-à-dire que je supportais pas les casques. Vous avez persévéré ? Et alors j'ai persévéré tout doucement, mais les casques ont fait énormément de progrès. Et donc en fait, les progrès sont liés à leur rapidité pour générer les points de vue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le point de vue soit généré trop lentement, parce que ça perturbe énormément la perception. Et la précision, donc les progrès sont quand même assez fantastiques. Ça continue de progresser. Et donc je pense que la plupart des gens maintenant sont relativement à l'aise. Alors, il faut un temps d'adaptation. Et puis c'est fonction du temps aussi d'utilisation. C'est-à-dire que si vous restez 2 heures dedans, je pense que ça peut poser des problèmes. Mais sur des temps relativement courts, ça fonctionne vraiment très bien. Et je suis assez convaincu que les nouvelles générations auront plus de facilité à utiliser ce type de matériel que nous. Ça a de l'avenir, ou ce sera dans des niches bien précises où vraiment on va voir débarquer, selon vous, alors évidemment c'est toujours dur de sortir sa boule de cristal, mais selon vous, dans 10-20 ans, ce sera vraiment généralisé ces technologies ? C'est une très bonne question. Là, je ne suis pas devin. C'est vraiment très dur de prédire l'avenir et de prédire ce que les gens vont utiliser ou pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Magic Leap qui a fait 2 milliards d'investissements dans les 5 dernières années pour un casque de réalité augmentée. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'on va être énormément à utiliser ce type de matériel. Ensuite, est-ce que ça veut dire que ce sera le cas ou pas là Bon, rendez-vous dans quelques années. Merci à vous, Edmond Boyer.